tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Grands Débats, un numéro consacré aux questions internationales, notamment à l'Ukraine. Le retour au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis a bouleversé l'ordre mondial. Pour le président américain, plus question que son pays soit le gendarme du monde. Le 3 mars, il suspend l'aide américaine à l'Ukraine, une décision brutale qui indigne les députés. Il y a une semaine, à Zaporijjia, un soldat ukrainien me confiait la phrase suivante. Quand on est au front, on pense à notre famille et à la famille européenne. Elle est là la réalité de cette guerre, des Ukrainiens qui donnent leur vie pour défendre leur pays, mais aussi la sécurité d'une union dont ils ne sont pourtant pas membres. Des Ukrainiens qui remercient la France et le président de la République pour le soutien constant apporté depuis 3 ans, et c'est une fierté. Mais des Ukrainiens qui redoutent l'avenir au moment où est annoncée la suspension de l'aide américaine. Nous avons longuement débattu hier, ici, de l'autonomie stratégique que nous devons construire en Europe, mais c'est sur le très court terme que je veux vous interroger avec 2 questions claires. Quels besoins concrets identifions-nous pour l'armée ukrainienne en cas de désengagement américain? Deuxième question, quels équipements supplémentaires la France est-elle en capacité de mobiliser immédiatement pour pallier à ces besoins de l'armée ukrainienne? J'ajoute, Monsieur le Premier ministre, que nous sommes nombreux à ne plus partager la position du gouvernement sur la saisie des avoirs russes. La donne a changé et avant de faire payer les Français et les Européens, faisons payer les Russes pour la sécurité de l'Ukraine. Enfin, je veux revenir devant vous sur l'inversion des valeurs absolues à laquelle nous assistons, qui, depuis le Kremlin jusqu'au bureau ovale, en passant par Madame Le Pen, veut présenter les Ukrainiens comme des va-t-en-guerre. Je veux leur rappeler des choses. Simples. L'Ukraine veut la paix, la Russie veut l'Ukraine. L'Ukraine veut la liberté, la Russie veut un empire. L'Ukraine veut l'Europe, la Russie veut la disloquer. Tourner le dos à l'Ukraine, ce serait tourner le dos tout à la fois à notre passé et à notre avenir. Ne nous contentons jamais d'être du bon côté de l'histoire. Écrivons-la jusqu'au bout. Qu'est-ce qui manquera aux forces armées ukrainiennes si cessent brutalement les livraisons d'aide américaine? Et elles sont en train de cesser, puisque des trains entiers qui étaient chargés à destination de l'Ukraine sont stoppés et interdits de se rendre à leur objectif. Qu'est-ce qui peut manquer? C'est très simple. Ce qui peut manquer, c'est les munitions. C'est un certain nombre de systèmes pour le renseignement. C'est l'accès à des réseaux et à la connectivité. C'est des soutiens logistiques, des soutiens pour la formation, et j'ajoute soutien diplomatique, et plus important peut-être encore à mes yeux, le soutien de peuple à peuple. Parce que les Ukrainiens se sentent terriblement abandonnés et terriblement solitaires. Vous l'avez expérimenté vous-même en vous rendant en Ukraine ces derniers jours. Quel est l'enjeu pour la France? L'enjeu est très simple. Il s'agit de réunir tous les moyens possibles pour se substituer autant que possible à une aide internationale qui aurait été arrêtée. C'est un effort considérable que les Européens, en tout cas ceux parmi les Européens qui sont décidés à aider l'Ukraine, doivent réunir. Mais au-delà de cela, et en souhaitant que notre soutien permette à l'Ukraine de résister, au-delà de cela, il nous faut bâtir, nous, une défense européenne. Il faut que nous, avec nos moyens, et je me suis efforcé de montrer hier que ces moyens ne sont pas négligeables, ils sont même, si on les additionne, nettement au-dessus de la capacité russe.
C'est nos moyens qui nous permettront de bâtir, comme la France le demande depuis des années, 8 années avec le président de la République, et comme elle le demande depuis des décennies, depuis le général de Gaulle, une capacité de sécurité et de défense indépendante, qui ne soit pas soumise à la décision de ses alliés, notamment pour les livraisons d'armements et de systèmes de sécurité. C'est donc un immense effort. Si je puis vous dire ce que je pense vraiment, ça va nous obliger à réfléchir à notre modèle. Ça va nous obliger de réfléchir à nos priorités. Et ça va nous obliger de voir différemment le monde que nous croyons connaître et dont nous avons découvert là qu'il était plus dangereux que nous ne l'imaginions, venant de ceux que nous croyons être nos alliés. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, depuis son investiture, nous vivons au rythme des déclarations et des projets de Donald Trump dont les accents expansionnistes, y compris vis-à-vis de territoires européens, rejoignent dans l'idéologie le projet impérialiste de Vladimir Poutine vis-à-vis de l'Ukraine. Après avoir épousé la rhétorique du Kremlin et lui avoir concédé plusieurs de ses buts de guerre, après avoir voté aux côtés de la Russie et de la Corée du Nord aux Nations Unies, après avoir fait preuve d'une hostilité et d'une violence verbale sans précédent envers le président Zelensky, dont nous réaffirmons ici la légitimité, le président Trump a ordonné cette nuit la suspension de toute aide militaire américaine à l'Ukraine jusqu'à ce que le gouvernement de Kiev démontre, je cite, un engagement de bonne foi en faveur de la paix. Mais de quelle paix parle-t-on? De la paix version Donald Trump, c'est-à-dire une paix rapide, conclue aux conditions de Poutine et au service des intérêts des États-Unis? Cette capitulation de l'Ukraine ne viserait in fine qu'à la dépecée de ses territoires et de ses richesses. Notre président de groupe l'a rappelé hier, nous souhaitons une paix juste et durable aux conditions de l'Ukraine. Celle-ci ne sera possible qu'avec un renforcement du soutien de la France et de l'Europe. Il en va de la protection du peuple ukrainien et de la défense de notre vision du monde. Quelles seront les conséquences de ce chantage d'une rare brutalité sur la tentative de médiation menée par les Européens? Comment, dans ce contexte, l'Europe compte-t-elle se réaffirmer comme une puissance diplomatique et politique avec une voix qui porte à l'international? À 48 heures d'une réunion cruciale pour l'Europe, cette annonce de Trump intervient au moment du dévoilement d'un plan de réarmement qui promet de mobiliser près de 800 milliards pour la défense européenne. Quelle part pour placer les Ukrainiens dans un rapport de force le plus favorable pour eux? Quelle part pour renforcer les capacités des États membres? Monsieur le ministre, nous souhaitons des précisions sur la position portée par la France vis-à-vis de l'utilisation de ces fonds. Je vous remercie. Vous l'avez dit, voici que dans la nuit de lundi à mardi, avec la suspension de l'aide américaine, l'Ukraine a perdu l'un des soutiens qui lui a permis de tenir tête depuis 3 ans, avec beaucoup de courage et d'héroïsme, à l'envahisseur, à l'une des plus grandes armées du monde. Alors oui, notre responsabilité d'Européens et notre devoir devant les Français, c'est de faire tout notre possible, comme l'a dit le Premier ministre tout à l'heure, pour permettre à la résistance ukrainienne de tenir le front. Parce que, Madame la députée, cette ligne de front est la première ligne de défense de l'Europe et de la France. Mais notre responsabilité d'Européens et notre devoir devant les Français, c'est aussi de tout faire pour ne jamais nous retrouver à nouveau à l'avenir dans cette situation, dans une situation qui nous oblige à nous en remettre aux États-Unis d'Amérique pour notre sécurité. Et c'est tout l'objet du sommet européen qui se tiendra jeudi et au cours duquel sera discuté et acté ce plan massif de 800 milliards d'euros pour financer la défense des pays européens. Mais si nous voulons effectivement parvenir à nous passer définitivement pour aujourd'hui comme pour demain de l'aide américaine pour nous-mêmes comme pour l'Ukraine, il nous faudra, le Premier ministre l'a dit tout à l'heure également, consentir à des efforts. Il nous faudra revoir notre modèle parce que rien de tout cela ne sera facile. Et soit nous consentons à ces efforts et alors nous pouvons espérer préserver notre indépendance et notre liberté, soit nous y renonçons et alors nous prenons le risque d'être vassalisés ou asservis. Et donc les Européens que nous sommes sont désormais face à un choix qui s'impose à nous, celui des efforts
et de la liberté ou celui du confort et de la servitude? Hier, nous nous sommes retrouvés ici même à la demande du groupe socialiste et apparenté pour débattre de la situation en Ukraine et ses conséquences sur la sécurité en Europe. Alors nous avons tous convenu que les grands équilibres de ces 80 dernières années disparaissaient sous nos yeux, que le monde se recomposait et que nous ne pouvions plus repousser à demain l'urgente nécessité de penser la sécurité collective de l'Europe en Européens. Nous l'avons tous dit, ou presque, nous devons repenser notre défense nationale et la sécurité commune européenne, augmenter les moyens, trouver des nouveaux outils pour soutenir la résistance ukrainienne et répondre aux nouveaux enjeux de défense. Ce que nous n'avons pas bien compris, en revanche, c'est comment nous allions nous y prendre et dans quel délai. Quelle nouvelle répartition des compétences entre l'UE et l'OTAN souhaitons-nous? Qu'est-ce qui relève de l'intergouvernemental, de la Commission, des accords stratégiques bilatéraux? Quelle impulsion de la France pour faire vivre le E de la BITDE? La souplesse sur le pacte de stabilité va-t-il financer le remplacement des hommes de l'EUCOM par des hommes de forces européennes? Parce qu'après la décision cette nuit de Trump de geler l'aide américaine et à quelques heures du prononcé de son discours sur l'Union, il n'est plus minuit moins le quart, mais 23h59. Nous avons besoin de précision et d'actions concrètes. Nous avons besoin de vos réponses. La simple révision de la revue nationale stratégique dans les couloirs du ministère des Armées ne suffira pas. Nous devons avancer la révision de la loi de programmation militaire prévue initialement en 2026. Le temps s'accélère. Monsieur le Premier ministre, quelles seront les orientations de cet effort? Quelle articulation avec l'OTAN, avec la Commission européenne? Avec ce qui relève de l'intergouvernemental, vous engagez-vous à lancer rapidement le chantier de la révision d'une LPM déjà caduque? Je vous remercie. Ce réarmement français, il avait d'ailleurs débuté en 2015 avec les décisions du président Hollande et du ministre Le Drian au lendemain des attentats. Il a été accéléré depuis 2017 et on le voit bien, le nouveau contexte stratégique va nous imposer à accélérer ce réarmement. Premier commentaire, la RNS est un exercice important. Déjà, elle a été demandée par le groupe socialiste au Sénat et le sénateur Thémal, mais surtout parce qu'il vient documenter, il va venir ce travail documenter toutes les stratégies de contournement de la dissuasion nucléaire française, c'est-à-dire les menaces hybrides, le champ informationnel, le champ cyber, les manipulations de l'information, les manipulations des flux énergétiques. Et on le voit bien, la Russie est en train de réinventer la guerre et il n'y aurait rien de pire que de remettre beaucoup d'argent public sur la table pour se préparer à gagner la guerre d'hier et non pas la guerre de demain. Et ce travail-là, vous avez raison, il ne doit pas se faire dans les couloirs du ministère des Armées, mais dans les commissions parlementaires et pas que la commission de la Défense, dans les deux chambres, avec les think tanks, avec l'ensemble du monde stratégique, parce qu'il ne nous faut pas passer à côté du diagnostic. Et on va le voir, ce diagnostic va emprunter encore davantage au sujet civil qu'au seul sujet militaire. Après, en 16 secondes, oui, il faut accélérer évidemment sur les cibles capacitaires. Des choses étaient imaginées, envisagées pour 2035. Il nous faut travailler à rapprocher les cibles. C'est vrai pour l'armée de terre, c'est vrai pour la marine nationale, c'est vrai pour l'armée de l'air. On aura l'occasion d'y revenir en commission de la défense. Avec le désengagement américain, les Européens se retrouvent en première ligne face à la menace russe. Le 5 mars, Emmanuel Macron s'adresse aux Français pour les préparer à un effort financier inédit. L'augmentation du budget de la défense est plus que jamais sur la table. Le 5 mars dernier, le président de la République s'est exprimé devant les Français pour annoncer un effort de guerre inédit, affirmant vouloir augmenter très fortement les dépenses militaires. Le ministre des Armées plaide pour une enveloppe globale de 100 milliards d'euros. Cette annonce intervient dans un contexte de guerre sur le sol européen, où la Russie, qui a envahi l'Ukraine, est devenue une menace pour la France et pour l'Europe. Dans ce contexte de grande tension internationale, les États-Unis semblent tourner le dos à l'Europe, préférant marchander de manière presque indécente les ressources d'un pays affaibli, l'Ukraine. Les pays européens sont aujourd'hui seuls pour assurer leur propre sécurité. Or, avec une dette publique dépassant 3 300 milliards d'euros et un déficit aggravé de 175 milliards d'euros, il est légitime de se demander où et comment seront trouvés ces milliards supplémentaires. Ces incertitudes alimentent une inquiétude légitime parmi nos concitoyens. Face à ce bouleversement géopolitique qu'il faut absolument prendre en compte, les députés LIOT seront des acteurs exigeants et responsables. C'est d'ailleurs dans cet esprit que notre groupe porte la proposition de résolution visant à renforcer le soutien à l'Ukraine. Présenté demain par notre collègue Laurent Mazzori, ce texte ne fuit aucune difficulté. Monsieur le Premier ministre, j'ai deux questions.
La première, sans sacrifier notre modèle social et comme l'affirme le président de la République, sans augmentation d'impôts, pouvez-vous nous dire quels seront les choix de votre gouvernement pour assurer le financement de cet effort de défense qui semble aujourd'hui inéluctable? Deuxième question. Il est acquis que l'Europe doit jouer un rôle moteur dans cet effort. La présidente von der Leyen a présenté un plan de 800 milliards baptisé « Réarmer l'Europe » qui paraît à ce stade loin d'être suffisant. Dans 10 jours, les chefs d'État et de gouvernement se réuniront. Pouvez-vous nous dire quelles seront les propositions de la France afin d'assurer un financement de l'Europe à la hauteur des enjeux? Je vous remercie. Vous avez raison de dire que la dimension de l'effort est impressionnante. Si l'on veut faire que l'Union européenne soit capable de résister en cas d'accident, d'attaque, alors oui, il faut qu'elle s'arme et cet effort d'armement est augmenté par le fait que la plupart de nos partenaires européens vivaient dans le cadre d'un accord dont l'OTAN était le pilier central. Ils pensaient tous, nos partenaires, sauf la France, que c'était les États-Unis qui étaient les garants suprêmes de la sécurité européenne. Et ce cadre psychologique a aujourd'hui profondément été bouleversé, ce qui ouvre une nouvelle époque, une nouvelle ère pour l'ensemble de la défense européenne. Cet effort va être considérable, vous l'avez dit. Vous avez entendu les déclarations de la présidente von der Leyen. Des chiffres sont avancés. Des chiffres sont avancés aussi en France. Aucun de ces chiffres n'est arrêté. Et les détails du plan que nous avons à conduire ne sont pas pour l'instant mis au point. C'est la moindre des choses qu'on puisse dire. Je recevrai avec le ministre de la Défense les représentants des groupes. Enfin, nous avons une obligation, c'est d'apporter de l'aide aujourd'hui à l'Ukraine, dans les difficultés énormes qu'elle rencontre. Cette aide-là, je peux vous dire qu'elle est en 4 chapitres. Il y a un chapitre matériel. Grâce aux équipements de la loi de programmation militaire, nous avons pu dégager des moyens matériels à offrir ou à donner à l'Ukraine. Il y a un deuxième chapitre de cette aide que vous avez évoqué, qui est la question des avoirs gelés. Et les avoirs gelés, nous en utilisons les produits. Utiliser les avoirs eux-mêmes, ça ne peut se penser que dans le cadre de l'Union européenne. Troisièmement, il y a une aide en matière de formation que nous continuons, que nous poursuivons. Et quatrièmement, il y a une aide en matière de renseignement, parce que, comme vous l'avez entendu, la partie américaine ne soutient plus aujourd'hui les efforts de renseignement qu'on était en droit d'attendre d'elle et que l'Ukraine attendait. Tout ça, ça fait un plan d'aide et de soutien à l'Ukraine dans le cadre de la grande réorganisation que nous devons penser à partir de maintenant. Les empires expansionnistes sont de retour et ce sont eux qui portent en eux la guerre comme la nuée porte l'orage. Face à M. Poutine, fils terrible de la Russie des tsars et de la Russie des soviets, agresseur de l'Ukraine et dont tout laisse à penser qu'il ne s'arrêtera pas là, nos démocraties européennes doivent durcir et coordonner leur défense. L'autonomie stratégique européenne, proposition visionnaire du président de la République Emmanuel Macron lors de son discours à la Sorbonne en 2017, est désormais devenue une ardente nécessité. La quasi-unanimité des chefs d'État et des chefs de gouvernement européens rejoignent d'ailleurs la position française. De nouvelles initiatives françaises sont prises cette semaine. Le président de la République reçoit aujourd'hui même à Paris les chefs d'état-major de 30 pays membres de l'Union européenne et membres de l'OTAN. Vous-même, vous accueillerez demain vos homologues allemands, britanniques, polonais et italiens, soit avec la France, les 5 puissances militaires majeures en Europe. Au moment où notre allié américain est de plus en plus imprévisible, la France, avec ses 2 lois de programmation militaire,
l'Europe, avec son plan de 800 milliards, se montre à la hauteur des défis gigantesques du temps présent. Ces défis nécessitent d'éclairer la représentation nationale. Sur notre réarmement, ça a été dit par le Premier ministre, on est en train d'y travailler, rien n'est complètement arrêté. Après, il y a quelques évidences. Et de là où vous êtes élu à Bourges, on ne peut pas ne pas citer l'urgence du réassort des stocks de munitions, les obus de 155 mm de KNDS par exemple, les missiles complexes évidemment d'MBDA. Ce sont des stocks qui malheureusement ont fait les frais des coupes budgétaires dans le passé et dont nos efforts de réarmement depuis 2017 produisent leurs effets, mais sur lesquels nous voyons bien que nous sommes loin des stocks attendus si nous avions besoin pour un engagement majeur et du reste pour la solidité des contrats opérationnels sur lesquels notre armée française peut être engagée. D'autres secteurs, évidemment, doivent faire l'objet d'accélération et de points de vigilance, notamment le spatial, qui est un point d'attention sur lequel je me suis déjà longuement exprimé ici même pendant le débat sur le 50-1. La réunion des chefs d'état-major, ici à Paris, tout à l'heure, et en ce moment même à l'hôtel de la Marine. Il faut bien comprendre, mesdames et messieurs les députés, que la principale garantie de sécurité pour l'Ukraine reste l'armée ukrainienne et que nous refuserons donc toute démilitarisation de l'Ukraine qui serait un scandale absolu et pour le coup ouvrirait la voie à une insécurité pour l'ensemble du continent européen. Et donc la question du format de cette armée, de son équipement, de sa formation, de la manière, comme l'a dit le Premier ministre, avec laquelle nous devons l'accompagner, est une des priorités cet après-midi. Et puis évidemment la question des troupes potentielles pour observer un accord de paix, sans oublier les questions de stock stratégique de munitions. Autant de sujets qui vont prendre du temps, mais qui vont permettre de dessiner des garanties de sécurité fiables et durables pour l'Ukraine. La guerre en Ukraine, suite à l'agression russe, a déjà fait plus d'1 million de victimes, civiles et militaires ukrainiennes et russes. Des jeunes meurent bombardés dans les tranchées, des familles sont contraintes à l'exil, des villes entières sont réduites à néant. Face au désastre, l'Europe doit faire valoir la négociation et la diplomatie et ne pas laisser seuls les États-Unis qui veulent s'arroger des droits sur le sol et le sous-sol ukrainien. La réponse de l'Europe ne peut consister dans les 800 milliards d'euros de plus pour la défense annoncés par Mme von der Leyen, balayant au passage les dogmes sacrés du traité de Maastricht. 800 milliards qui gonfleront les dividendes de la mort dont se pourlèchent par avance les actionnaires de Rheinmetall, Leonardo ou Thales, dont les cours de bourse ont déjà bondi de 50% en un mois. Non, l'honorabilité politique des nations ne se mesure pas en pourcentage de PIB consacré à l'armement. La guerre, c'est la continuation de la casse sociale par d'autres moyens. On nous avait promis que l'expansion du commerce serait à l'origine d'une paix mondiale et durable. Mais c'est inéluctable. La concurrence capitaliste porte en elle-même la guerre. Aujourd'hui, l'international réactionnaire ouvre les voies de l'impérialisme de Gaza au Groenland, de l'Ukraine au Panama. Au droit de la force, nous préférerons toujours la force du droit des Nations Unies. Chers collègues, la question n'est pas celle de savoir où est-ce que l'on trouvera les moyens pour financer la guerre, mais pourquoi est-ce que l'on devrait céder face au délire militariste? Nous, communistes et progressistes ultramarins, nous ne condamnerons jamais notre jeunesse à ne plus percevoir les dividendes de la paix. La guerre n'est pas une fatalité. Contrairement à ce que veulent nous faire croire ceux qui profitent de la peur, défendre la paix, ce n'est pas être dans le camp de la défaite, c'est être dans celui du progrès. En Ukraine comme en Palestine, la paix est le trésor de tous les peuples qui aspirent à vivre librement. Monsieur le ministre, la fuite en avant guerrière ne peut pas se poursuivre sans l'avis des Français. Allez-vous donc consulter nos concitoyens avant de poursuivre cette escalade militaire? Comme l'a indiqué le président de la République, la France se félicite des avancées permises par les discussions qui ont eu lieu hier à Jeddah entre les États-Unis et l'Ukraine, en particulier sur l'idée d'un possible cessez-le-feu préalable à des négociations. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a eu un échange avec son homologue ukrainien à l'issue de la réunion et l'a assuré du plein soutien de la France dans ses efforts pour la recherche d'une paix durable. La Russie doit désormais montrer qu'elle souhaite avancer en direction de la paix. La France poursuivra ses efforts de coordination avec ses partenaires, notamment européens, afin d'aboutir à une paix durable pour l'Ukraine. Cette paix ne saurait se réduire à une cessation des hostilités, mais doit s'accompagner de garanties de sécurité fortes et crédibles pour les Ukrainiens. L'accélération du calendrier renforce notre certitude sur la nécessité pour les Européens de faire plus, de faire mieux et de le faire de manière cohérente
pour la sécurité de l'Ukraine et pour la sécurité collective des Français et des Européens. En Syrie, en décembre, la chute de Bachar el-Assad met fin aux atrocités du dictateur contre son peuple. Mais début mars, des massacres de populations alaouites proches de l'ancien régime inquiètent les députés français. Depuis le 4 mars dernier, la région de Latakia, bastion de la communauté alaouite, est la cible de raids djihadistes d'une rare sauvagerie. Des pick-up de la mort ont sillonné les quartiers, tirant à l'aveugle sur les habitants. Des hélicoptères ont même bombardé le village de Dalié, un haut lieu de pèlerinage des Alaouites. On déplore plusieurs milliers de victimes, dont des centaines de civils. Et les images glacent le sang tant elles rappellent les exactions cruelles commises par le Hamas et par Daesh. Ces exactions sont les premières manifestations d'une politique d'épuration ethnique et religieuse contre les communautés alaouites et chrétiennes. C'est la promesse que les milices djihadistes d'HTC n'ont pas renversé le régime moribond de Bachar el-Assad pour bâtir une société dite inclusive et respectueuse des droits des minorités, comme vous l'espériez naïvement, mais bien pour instaurer le califat et la charia en Syrie. Malheureusement, cette tragédie ne surprendra que ceux qui ne voulaient pas voir le véritable visage du nouveau régime syrien. Elle révèle aussi l'irresponsabilité de vos déclarations, Monsieur le Ministre, lorsque le 9 décembre dernier, écartant toute précaution diplomatique, vous vous réjouissiez de la prise de pouvoir d'Ahmed al-Shara, le fondateur de la branche syrienne d'Al-Qaïda. Je vous cite, c'est un moment historique, c'est un pays qui retrouve enfin le parfum de la liberté. C'est le parfum du sang et de la mort qu'hument les Alaouites et les chrétiens aujourd'hui. Et ils savent désormais qu'ils ne pourront jamais compter sur la nouvelle armée syrienne pour protéger leurs enfants. Monsieur le ministre, allez-vous demander à la Commission européenne d'annuler l'invitation du nouveau ministre syrien des Affaires étrangères prévue le 17 mars prochain? Vous qui ne voyez aucun mal à serrer la main du fondateur de la branche syrienne d'Al-Qaïda, quand allez-vous enfin mettre un terme au soutien de votre diplomatie au califat islamique et sanguinaire de Syrie? Nous avons toutes et tous été choqués par les images insoutenables des exactions perpétrées ces derniers jours en Syrie. Maintenant, vous citez mes propos du 9 décembre dernier. Comment ne pas se réjouir, Madame la députée, de la chute d'un dictateur et d'un tyran qui a tué, assassiné 400 000 Syriennes et Syriens emprisonnés dans des geôles qui s'apparentent à des camps d'extermination. Maintenant, je vais vous le dire, la France condamne toutes les exactions contre les civils, quelles que soient les communautés auxquelles ils appartiennent, qu'ils aient été le fait de groupes affiliés au régime de Bachar el-Assad ou à des groupes terroristes qui se sont rendus responsables des exactions contre les communautés alaouites et chrétiennes ces derniers jours. Tous devront être jugés, tous devront être punis. Quand nous sommes allés, Madame la députée, en Syrie avec ma collègue ministre des Affaires étrangères allemande, nous n'y sommes pas allés pour soutenir un pouvoir ou quelque responsable que ce soit. Nous sommes allés en Syrie pour défendre les intérêts des Français et leur sécurité. Sécurité contre le terrorisme, sécurité contre la prolifération des armes chimiques. Et nous avons obtenu des résultats. Après des semaines de démarches, hier, le gouvernement intérimaire a trouvé un accord avec les Kurdes, avec la communauté kurde de Syrie, nos alliés fidèles dans la lutte contre Daesh, avec lesquels nous allons continuer de combattre le fléau du terrorisme. Et puis cette semaine, c'est l'Organisation internationale d'interdiction des armes chimiques qui va pouvoir se déployer en Syrie pour détruire les stocks du régime de Bachar el-Assad. Dès le départ, nous l'avons dit, aucun chèque en blanc, nous jugerons sur les actes et toutes les mesures que nous avons prises l'ont été de manière proportionnée, de manière conditionnée et de manière réversible. Ces 3 derniers jours, plus de 1300 personnes sont mortes dans la région alaouite en Syrie. Les 3/4 d'entre elles étaient des civils et c'est une tragédie. Une tragédie qui est aussi le résultat des décennies de dictature. Les soldats de l'ancien régime de Bachar el-Assad se sont livrés à des opérations de guérilla depuis jeudi soir, ce qui a donné lieu à ces représailles d'une violence inouïe. Depuis la chute du régime il y a 3 mois, la population syrienne n'a pourtant qu'un espoir, celui de rompre avec le cycle de la violence qui a détruit son pays. Ces massacres menacent la transition syrienne pacifique que revendique le président par intérim, Ahmed al-Shara. Car nous n'avons jamais été naïfs.
Nous avons toujours dit que ce régime devrait être jugé sur ses actes et non sur ses intentions, et que des garanties devraient être apportées pour intégrer la mosaïque des communautés qui composent la Syrie dans un projet politique pacifié. Dans ce contexte particulièrement tendu, nous avons salué hier la signature d'un accord déjà qualifié d'historique entre Damas et le général Mazloum des forces démocratiques syriennes kurdes. La diplomatie française, il faut le souligner, n'est pas étrangère à ce succès. C'est bien l'initiative franco-américaine de médiation qui a concrétisé ce rapprochement pour enfin intégrer des institutions autonomes kurdes au sein de l'État syrien. Cet accord doit garantir les droits politiques et les intérêts de nos partenaires kurdes si longtemps marginalisés et menacés dans la région. Il est aussi la clé de la poursuite de la lutte contre Daesh. Pourtant, les défis restent nombreux et l'unité de la Syrie loin d'être garantie. Face à une situation qui évolue très vite, quel peut être le rôle de la France pour accompagner une transition démocratique et une paix tant attendue par le peuple syrien ? Merci de rappeler que nous abordons cette situation tragique, celle de ces derniers jours, comme celle de la Syrie plus généralement, sans aucune naïveté. Et nous sommes parfaitement conscients qu'il n'y a pas d'avenir pour la Syrie sans la justice et qu'il n'y aura pas de justice sans que toute la lumière et que toute la vérité soit faite sur les événements tragiques qui ont eu lieu sur la côte ouest de la Syrie. Qu'est-ce qui a poussé certains groupes liés au régime de Bachar al-Assad, peut-être des influences étrangères, à attaquer des membres des services de sécurité du gouvernement intérimaire? Qu'est-ce qui a conduit ensuite des groupes islamistes à prendre d'assaut des populations civiles innocentes, alaouites et dans une moindre mesure chrétiennes? Il faudra que justice soit faite, il faudra que les responsables de ces exactions soient punis. Mais le travail doit se poursuivre parce que se joue en Syrie une grande partie de notre sécurité. C'est en Syrie, il y a une dizaine d'années, qu'ont été fomentés des attentats contre le territoire national. Et c'est la raison pour laquelle la diplomatie française est pleinement mobilisée pour maîtriser ces risques, en commençant par faciliter la médiation entre les Kurdes syriens et le gouvernement transitoire. Pourquoi ? Eh bien parce que les Kurdes de Syrie, qui ont été nos alliés fidèles dans la lutte contre Daesh, étaient ces derniers mois dans une situation de fragilité, pressés par des puissances étrangères et en situation de vulnérabilité, ce qui aurait pu conduire à fragiliser la sécurité des prisons dans lesquelles sont détenus des dizaines de milliers de combattants de Daesh. Cet accord qui a été trouvé hier est une excellente nouvelle car il permet d'envisager une intégration et une défense des droits et des intérêts des Kurdes pour l'avenir de la Syrie. J'aurai cet après-midi le général Mazloum au téléphone pour m'entretenir des suites qu'il entend donner à cet accord. Depuis le début de ce que l'on a appelé le printemps arabe, tous les Syriens victimes de persécutions pouvaient déposer une demande de visa en vue de l'asile en France. Depuis la présidence de François Hollande et même depuis 2011, sous Nicolas Sarkozy, vous voyez, je ne suis pas sectaire, 45 000 Syriens ont trouvé refuge. Et pour beaucoup, en raison de leur appartenance à des minorités, de leur opposition au régime ou de fragilités particulières mettant leur vie en danger. Il existe, vous le savez, deux grands programmes. Un dit de réinstallation qui s'appuie sur nos territoires et un programme de couloirs humanitaires appuyé sur les capacités d'hébergement des particuliers. Je tiens d'ailleurs à saluer Santé Didio et la Fédération protestante, ainsi que tous les Français qui savent encore cultiver le sens de l'accueil. Ces dispositifs ont permis de réinstaller en France plusieurs centaines de familles. Ces processus de demande d'asile commencent souvent au Liban, en Jordanie, en Turquie, quand l'exil de fait a déjà commencé. Vous avez déjà annoncé, dès la chute d'Assad, le 19 décembre, le gel de toutes les procédures de demande d'asile syriennes et syriens, jetant aux orties des dispositifs qui protègent pourtant les minorités persécutées. 700 demandes ont ainsi été mises en suspens. Aujourd'hui, les minorités, notamment à Tartous, Latakia, principalement chrétiennes et alaouites, sont victimes de persécutions et d'exécutions comme avant eux les yézidis. 1400 rien que tués cette semaine. Votre décision, soutenue par ceux-là même qui, hier, ici, versaient des larmes de crocodile, crée un précédent grave. Parce que pour la première fois, l'État français a décidé de ne plus répondre à la demande de protection des minorités persécutées en Orient. Désormais, ce sont des centaines de cas qui sont signalés dans nos consulats limitrophes de la Syrie. Ils ne sont plus en mesure, ne serait-ce que d'instruire des demandes, de les recevoir en raison de votre décision. Ce que je vous dis là va aussi pour les femmes afghanes, pour les réfugiés palestiniens et pour tous ceux qui aujourd'hui sont victimes de tous les tremblements du monde. Quand allez-vous lever ce gel annoncé
sans en mesurer les conséquences dramatiques. La demande d'asile et notamment le fait d'accorder le statut de réfugié est un droit tout à fait exceptionnel auquel la France est attachée et le gouvernement en particulier. Je rappelle qu'en 2024, c'est plus de 130 000 demandes qui ont été formulées et c'est un taux de reconnaissance de l'ordre de 39%. Évidemment, procédure devant l'OFPRA et procédure devant la CNDA, c'est-à-dire décision définitive. Donc c'est un point extrêmement important et il n'est pas question de revenir en arrière sur l'application de la Convention de Genève. Le point que vous soulevez tout particulièrement, et vous avez raison de le soulever, c'est vrai qu'à la faveur d'un changement de régime, un certain nombre quels que soient les pays d'ailleurs, mais la Syrie en particulier, un certain nombre de procédures sont souvent suspendues. Mais au regard des événements récents, évidemment que la position évolue et toutes les positions, notamment en matière de demande d'asile, sont toujours évolutives parce que fonction des circonstances internationales et qu'évidemment, il n'est pas question aujourd'hui pour nous de prendre quelque risque que ce soit qu'une personne soit renvoyée dans son pays, évidemment au péril de sa vie. Donc nous sommes extrêmement vigilants, d'abord avec l'OFPRA bien sûr, immédiatement qui est en charge de ces dossiers. Et puis enfin, il y a un point sur lequel nous travaillons, c'est le fait de pouvoir faire une demande d'asile dans les représentations diplomatiques de pays tiers. Ça paraît, c'est une possibilité qui pourrait s'ouvrir et sur laquelle nous souhaitons avancer. Voilà, monsieur le député. Le Proche-Orient est largement présent dans les questions au gouvernement avec le conflit à Gaza. Dans la nuit du 17 au 18 mars, Israël relance une intense offensive aérienne, mettant fin au cessez-le-feu en vigueur depuis le 19 janvier. Depuis, les morts se comptent par dizaines. Plus de 2 millions de Gazaouis manquent de tout, car Israël a interdit l'entrée de l'aide humanitaire. Une situation dramatique que la gauche tente de mettre en lumière dans l'hémicycle. Gaza se meurt sous nos yeux. Réponse légitime, offensive ciblée, riposte graduée. Que de circonvolutions, pour ne pas dire massacre organisé et risque de génocide contre le peuple palestinien. Jour après jour, les bombes pleuvent sur une population affamée et assiégée. Depuis la reprise des bombardements à Gaza, on dénombre plus de 1000 morts, dont 300 enfants. Pour certains, ce ne sont que des chiffres. Pour d'autres, ce sont des familles entières rayées de la carte. Dans ce chaos, les otages israéliens que Tel Aviv prétend vouloir sauver risquent aussi d'être tués par les frappes de Tsahal. Pour reprendre les mots de Dror Michani, écrivain israélien, le 7 octobre a fait de notre pays une société obsédée par la vengeance. Et c'est bien cela qu'incarne le gouvernement Netanyahou. Non pas la sécurité, mais la vengeance aveugle. Une vengeance qui s'étend désormais au Liban, frappée à nouveau dans un mépris total des cessez-le-feu et une fuite en avant qui menace d'embraser toute la région. Ce même gouvernement, désavoué par son propre peuple, où des foules immenses manifestent chaque jour en compagnie des familles des otages, suppliant pour un cessez-le-feu. Ce même Premier ministre corrompu, limogeant procureur et patron du renseignement. Le même d'ailleurs qui a accueilli tout ce que l'Europe compte de néo-nazis et de fascistes, dont certains sur ses bancs, à une conférence contre l'antisémitisme la semaine dernière. Mais l'histoire implacable le rattrapera et en temps voulu, le jugera au même titre que les chefs d'État condamnés par la juridiction internationale pour crimes contre l'humanité. La France, quant à elle, appelle à la retenue, édite des communiqués de presse et distribue des éléments de langage comme on distribue des pansements sur des cadavres. Monsieur le ministre, vous avez condamné, vous avez été préoccupé, vous vous êtes alarmé, vous vous êtes même ému, mais jamais vous n'avez sanctionné alors que c'est là que nous attendons la France. N'importe quel pays au monde coupable de tels crimes n'aurait pas eu le droit à tant de lâcheté. Vous avez dit la rupture du cessez-le-feu et la reprise des frappes israéliennes à Gaza constituent un retour en arrière dramatique. Dramatique pour les populations civiles à Gaza, dramatique pour les otages et leurs familles, dramatique pour la stabilité dans la région. Dramatique aussi parce que le bilan humain de ces frappes est considérable. C'est plus de 1000 personnes qui ont perdu leur vie. Le 9 mars dernier, un bâtiment des Nations Unies a été frappé. Un employé des Nations Unies a perdu la vue et 2 de nos compatriotes ont été grièvement blessés. Et puis des tirs israéliens sur des ambulances ont tué 15 secouristes, dont des secouristes du Croissant Rouge, de la protection civile palestinienne et des employés des Nations Unies. C'est tout simplement inacceptable. Les travailleurs humanitaires ne devraient jamais être pris pour cible. Dramatique aussi parce que demain, cela fera 1 mois que le gouvernement israélien, après l'avoir réouvert, a fermé l'accès de l'aide humanitaire à l'enclave. Je rencontrerai ce jeudi mon homologue israélien et je lui dirai 3 choses. La première, c'est que Israël, comme le Hamas, doit respecter les engagements qui ont été pris le 19 janvier dernier, date du cessez-le-feu, libération des otages, cessation des hostilités.
Deuxième élément, et au-delà du cessez-le-feu, le plan des pays arabes pour la reconstruction, la gouvernance et la sécurité à Gaza doit être soutenu. C'est un plan qui prévoit que le Hamas ne puisse ni participer à la gouvernance de l'enclave, ni constituer une menace pour Israël. Et troisième élément, je dirais qu'au-delà de Gaza, la seule solution susceptible de garantir la sécurité et la paix, la sécurité pour les Israéliens comme les Palestiniens, c'est la solution à 2 États qui sera l'objet de la conférence des Nations Unies que la France présidera avec l'Arabie Saoudite cet été. Nous n'hésitons pas à prendre des sanctions, nous l'avons fait sur un sujet qui nous préoccupe particulièrement, qui est celui de la colonisation extrémiste et violente en Cisjordanie. Si besoin, nous le ferons à nouveau. Gaza était jusqu'à présent un ghetto où les Palestiniens sont assassinés par les armes, la faim et l'absence de soins. Gaza est en train de devenir un camp de concentration où le niveau de barbarie déployé par l'armée israélienne est tel qu'on doit énoncer des à peu près pour décrire le bilan du génocide en cours. À peu près 80 000 morts, mais sans doute beaucoup plus. À peu près 20 000 enfants tués. 20 000 enfants. Jamais dans l'histoire récente, des enfants n'ont été massacrés en si grand nombre avec un tel sadisme. Tous les jours, des enfants palestiniens sont brûlés, écrasés, démembrés, décapités, abattus d'une balle dans la tête, amputés sans anesthésie, emprisonnés. Et dans cet hémicycle, les complices sont nombreux. Les complices sont ceux qui se rendent en Israël pour soutenir le gouvernement fasciste de Netanyahou et encourager son armée. Les complices sont ceux qui répandent la propagande du groupe de lobbying de l'extrême droite israélienne Elnet. Les complices sont ceux qui mènent des campagnes de diffamation contre la rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens. Les complices sont ceux qui reçoivent à Paris des ministres d'un État désormais voyou, mais qui sont incapables de la moindre sanction, de la moindre réprimande. Et s'il y a tant de complices ici, c'est parce que la vie des enfants palestiniens a moins de valeur pour vous que la vie des autres enfants dans le monde. Pour vous, ce ne sont que des à peu près. Mais pour nous, ce sont nos enfants. Et comme nos enfants, ils ont un nom, ils ont un visage, et ils ont une vie à vivre. Comme Bissane Al-Hindi, qui a été tué dans son sommeil par un bombardement sur sa tente à Khan Younes dans la nuit du 17 au 18 mars dernier. Monsieur le député, regardez ce visage. C'est interdit de brandir des affiches. Regardez tous les visages autour de moi. Ce sont les visages de notre mauvaise conscience. Vous n'avez plus la parole. Je ne sais pas à qui s'adresser à votre question. Vous n'avez plus la parole, monsieur le député. Je vous remercie de ranger ces affiches. Vous contrevenez au règlement de l'Assemblée nationale. Sur un sujet si grave, que d'outrance, que de caricature. La France, le président de la République ont toujours été du côté de ceux qui souffrent des deux côtés. Que d'outrance et de caricature, alors que le président de la République est aujourd'hui en Égypte avec ses homologues égyptiens et jordaniens pour rappeler notre attachement à un cessez-le-feu permanent, à la libération de tous les otages, au soutien du droit international humanitaire et à la relance du dialogue politique pour trouver une solution à 2 États. Que d'outrance et de caricature alors que notre diplomatie s'est mobilisée sans arrêt depuis le début pour retrouver la voie du dialogue et que nous avons dit très clairement que la rupture du cessez-le-feu représentait un retour en arrière dramatique pour la région et que nous avons cessé de nous mobiliser avec nos partenaires pour reconstruire Gaza, pour préparer le jour d'après, pour remettre les parties autour de la table et pour préparer un avenir de paix entre 2 États israéliens et palestiniens qui devra se faire sans le Hamas, monsieur le député, qui est l'ennemi de la paix, l'ennemi des Israéliens et l'ennemi du peuple palestinien. La France a toujours porté cette voie de dialogue et de paix, tandis que vous, monsieur le député, tandis que votre groupe n'a cessé d'instrumentaliser ce sujet si tragique à des fins politiques, n'a cessé de souffler sur les braises de l'antisémitisme, alors que notre diplomatie se mobilise. Ce sujet mérite de la dignité et il mérite de l'engagement, il mérite du soutien à notre diplomatie. Autre dossier brûlant, les droits de douane. Le 2 avril, Donald Trump met sa menace à exécution. Il décide de taxer les marchandises du monde entier. La Chine est particulièrement visée avec une taxe à 34%. Pour l'Union européenne, c'est 20%.
Cette offensive protectionniste provoque de vives réactions et de sérieuses inquiétudes à l'Assemblée nationale. Il paraît loin ce livre blanc de la Commission européenne présentant les États-Unis comme notre allié traditionnel. Nous n'affrontons pas une crise financière de plus. C'est une crise systémique, possiblement de la même ampleur que celle ayant entraîné le monde de la première mondialisation capitaliste dans la Grande Guerre. C'est une crise de ce capitalisme absolutiste qui attribue au libre-échange le soin d'abreuver le minotaure de la finance de profits inédits. Mais voilà que les États-Unis n'y trouvent plus leur compte. Le pays de Trump provoque donc un affrontement commercial et monétaire sur fond d'impérialisme musclé en espérant restaurer sa domination économique. Pour y répondre, on nous présente une fausse alternative. Soit négocier piteusement en achetant toujours plus de produits américains, à commencer par leurs armes. Soit l'escalade en utilisant les mêmes outils, les droits de douane réciproques au détriment de la consommation populaire. Ce choix entre lequel hésitent des pays européens aux intérêts contradictoires révélera une fois encore l'impuissance européenne. La France doit ouvrir un autre chemin, sans dépendre de personne et en y associant les pays d'Europe qui le souhaiteront. À cette fin, nous proposons une rupture de politique économique, la fin de la politique de l'offre, de la baisse des dépenses publiques aux effets récessifs, du manque de recettes en taxant le capital improductif. Pour anticiper les effets inflationnistes, préparons-nous au blocage des prix, à commencer par l'énergie. Au lieu d'une riposte réciproque nuisible, vigeons juste en taxant les entreprises américaines des services, de la tech, les GAFAM. Engageons-nous dans la voie d'un protectionnisme solidaire, ciblé et adossé à une politique de soutien et d'investissement dans la souveraineté industrielle et agricole au service de la bifurcation écologique. Au lieu de s'agripper au passé et à la vassalisation, ouvrons des négociations commerciales, non de libre-échange débridé, mais bien de coopération bilatérale avec les blocs économiques menacés par les États-Unis, à commencer par la Chine et l'Amérique latine. Ni le monde de Trump, ni celui du retour au libre-échange. Voilà notre plan. Quel est le vôtre ? C'est clairement un moment de bascule que nous traversons. Je veux d'abord être clair sur les objectifs de l'Union européenne. Nous cherchons évidemment la désescalade. Nous cherchons évidemment à rétablir le libre-échange qui a permis le développement économique depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais si nous voulons négocier avec l'Amérique de Donald Trump, ce n'est pas en demandant la désescalade que nous l'obtiendrons, c'est en montrant que nous disposons des mêmes armes et que notre marché, la force de notre marché et de notre Union va nous permettre de répondre et d'obtenir cette désescalade que nous recherchons. Et donc dans les jours à venir, et je serai avec mes collègues européens à Varsovie en fin de semaine et au G7 à Washington le 22 avril, nous allons construire une riposte qui va nous permettre, nous l'espérons, d'obtenir cette désescalade. En attendant, ce n'est pas avec les méthodes que vous proposez que nous réussirons à protéger nos entreprises. Nous avons 28 000 entreprises qui exportent aux États-Unis, dont 40% d'entre elles exportent plus de la moitié de leur activité. Et donc la réponse appropriée en ce moment, c'est quoi? C'est de soutenir ces entreprises. Et avec mes collègues de Bercy, nous allons, après le Premier ministre et le Président de la République la semaine dernière, les rencontrer, les écouter, les accompagner, parce qu'il est essentiel qu'elles puissent traverser cette période en protégeant l'emploi et en protégeant notre modèle économique. C'est à cela que nous consacrons nos efforts, Monsieur le Président, et je peux vous assurer que nous le faisons avec beaucoup d'énergie et de constance. Je vous remercie. Les annonces brutales de Donald Trump confirment un mouvement historique de démondialisation. Marine Le Pen avait eu la clairvoyance de l'anticiper, mais vous la subissez car vous n'avez rien vu et surtout rien compris. 4 ans après le premier mandat de Donald Trump, 4 mois après son second, vous n'avez rien préparé alors que la France n'a plus le luxe de l'inaction. Soumise à une commission européenne dirigée par les intérêts allemands. Les États-Unis subventionnent et protègent leur production, comme la Chine et tant d'autres. La France, elle, sacrifie ses richesses. Cette réalité, je ne l'ai pas apprise dans un rapport parlementaire. Je l'ai vécue. Je travaillais à l'usine ArcelorMittal de Florange. J'ai vu les hauts fourneaux s'éteindre, malgré les promesses d'un ancien président qui siège aujourd'hui tranquillement sur ses bancs. J'ai vu les ouvriers partir. J'ai vu la parole politique trahir. C'est cette trahison, Monsieur le Premier ministre, qui m'a conduit à rejoindre le Rassemblement national. Dès 2012, Marine Le Pen défendait déjà, avec une constance que peu d'hommes et de femmes politiques peuvent revendiquer, la nécessité d'un protectionnisme intelligent et une politique économique en faveur du travail, pour protéger nos industries et nos emplois.
Un protectionnisme fondé non sur le repli, mais sur la justice économique et la loyauté des échanges, y compris au sein du marché européen. Une politique fondée sur une énergie abondante et bon marché, la fin des normes abusives et un véritable patriotisme économique. La nouvelle vague de désindustrialisation a commencé bien avant les décisions de Donald Trump. L'acierie, la chimie et tant d'autres secteurs étaient au bord de l'effondrement à cause de votre politique absurde et la bureaucratie de Bruxelles. Combien d'ouvriers et d'agriculteurs devront encore disparaître pour satisfaire votre soumission aux rênes de l'argent contre le travail? Monsieur le Premier ministre, quand mettrez-vous fin à votre impuissance économique et commerciale? Vous nous parlez de protectionnisme intelligent. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'intelligent dans le choc qui vient d'être annoncé par l'administration américaine, un choc majeur qui remet en question tout l'ordre commercial qui a prévalu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ce choc, il va d'abord toucher nos entreprises. Des effets directs pour les 28 000 entreprises qui exportent aux États-Unis et qui, pour une large partie d'entre elles, ont un carnet de commandes qui dépend à plus de 50% des États-Unis. Vous irez expliquer aux salariés de ces entreprises que le protectionnisme est intelligent. Un choc aussi qui prendra des effets indirects, car ce à quoi nous pouvons malheureusement nous attendre, c'est que les surcapacités qui viennent de Chine, qui viennent d'Inde, et qui aujourd'hui pénalisent un certain nombre de nos filières. Vous avez parlé de l'acier. La sidérurgie souffre des surcapacités chinoises. Nous luttons, et nous avons d'ailleurs obtenu un certain nombre de résultats ces dernières semaines sur ce sujet. Eh bien, ces effets indirects, nous devons également nous en prémunir. Face à cela, la réponse, elle sera européenne. Et elle tient en 3 mots. L'unité, la fermeté, car on ne s'engage pas dans une négociation avec les États-Unis d'Amérique sans avoir au préalable posé un rapport de force, mais également la proportionnalité, car l'escalade, nous ne la souhaitons nullement. Nous ne la souhaitons nullement, car elle ne fera que des perdants. Notre priorité, c'est d'éviter la guerre commerciale, et c'est la raison pour laquelle l'État sera présent aux côtés de nos entreprises. Je réunirai cet après-midi un Conseil national de l'industrie pour poser un diagnostic avec les filières et pour construire avec les acteurs ce que vous ne souhaitez pas faire. Éric Lombard, le ministre de l'économie, fera de même avec l'ensemble des acteurs économiques, notamment ceux qui représentent les services financiers et numériques demain. Monsieur le député, cette guerre commerciale, nous ne l'avons pas voulu, mais nous nous battrons, comme nous le faisons déjà depuis des mois, pour éviter le pire et pour protéger nos emplois, nos territoires et nos entreprises. Je vous remercie. La victoire de Donald Trump est une espérance pour la France. Ces mots, ce sont ceux d'Éric Ciotti, publiés au moment même où tout l'état-major de l'extrême droite française, de CNAFO à Alliot, s'envolait pour Washington pour faire la claque à l'investiture du nouveau président américain. Ce même président qui aujourd'hui ne souhaite qu'une seule chose, le massacre de l'industrie française et européenne. Et oui, chers collègues, les masques tombent, Trump et Le Pen, c'est le même combat. Face à ces souverainistes de pacotille, les Français peuvent compter sur nous pour tenir notre cap. Oui à l'indépendance de la France, oui à la puissance de l'Europe. La vision que nous portons depuis 8 ans, oui, chers collègues, avec Emmanuel Macron, est la bonne. Oui, nous vivons dans un monde en guerre économique. Oui, les agressions commerciales de la Chine et des États-Unis frappent de plein fouet l'industrie française et européenne. Les frasques de Donald Trump ont le mérite d'être claires. Les États-Unis ont tourné le dos à l'Europe et pour nous, Français et Européens, l'heure du choix est venue. Alors, certains choisiront la soumission aux ayatollahs du Trumpisme. Nous choisissons de protéger nos entreprises face aux agressions commerciales qu'elles subissent. Nous choisissons de taxer à nos frontières les importateurs chinois et américains qui polluent et qui ne respectent pas nos règles. Nous choisissons la négociation de puissance à puissance. Monsieur le ministre, hier, un grand pas a été franchi. Les 27 États européens engagent d'une seule voix ce bras de fer commercial avec les États-Unis. Notre proposition commune est claire, zéro taxe pour zéro taxe ou taxe massive contre taxe massive. C'est l'objet de ma question. Quelles mesures seront prises par la France et l'Europe si les États-Unis continuent de refuser cet accord? Je vous remercie. Oui, les États-Unis ont lancé une offensive commerciale totalement injustifiée et brutale contre les intérêts économiques de l'Union européenne. Face à ces tarifs douaniers
complètement injustifiées, qui n'ont aucune espèce d'explication rationnelle sur la relation commerciale entre les États-Unis et l'Europe. Il n'y a qu'une seule voie possible, celle de la fermeté, celle de l'unité et celle de la réponse. Face à cette offensive américaine, tout signe de faiblesse ou de concession unilatérale serait bien sûr interprété comme un encouragement à aller plus loin dans la guerre économique. Bien sûr, la guerre commerciale et le protectionnisme ne sont dans l'intérêt de personne et nous souhaitons le dialogue et la désescalade. La meilleure façon d'aboutir à la désescalade, c'est de défendre nos intérêts en Européens de façon unie. Alors, vous me demandez ce que nous allons faire. Il y a une première réponse de la part de la Commission européenne aux droits de douane contre l'acier et l'aluminium, qui interviendra dans les prochains jours. Et puis nous allons élaborer ensemble un deuxième paquet plus important qui nous permettra de réagir. Sous l'impulsion de la France, sous le leadership de la France et du président de la République ces dernières années, l'Union européenne est sortie de sa naïveté commerciale et a développé des instruments pour pouvoir répondre, comme notamment l'instrument anticoercitif qui nous donne une palette d'outils que nous pouvons utiliser pour répondre et trouver le chemin de la désescalade. Vous avez raison de le souligner, monsieur le député Rodwell, face à cette bascule du monde, face aux menaces et aux guerres commerciales, il n'y a qu'une seule réponse, c'est non pas la soumission qui a été promue par le Rassemblement national, non pas le repli, non pas le discours anti-européen, mais bien l'unité, la souveraineté de l'Europe. Une semaine plus tard, Donald Trump fait volte-face. Il suspend les surtaxes douanières pour 3 mois, sauf pour la Chine. En attendant un nouveau revirement du président américain, c'est la fin de cet épisode des Grands Débats. À bientôt sur LCP.